C'est toujours un plaisir de participer à cette cérémonie et surtout de remettre un trophée à une entreprise qui le mérite. Et ce soir, je vais remettre un trophée à une entreprise que tout le monde ne connaît pas. C'est une entreprise familiale qui s'appelle Beaumanoir, c'est une entreprise bretonne. C'est une entreprise particulière parce que c'est un des leaders européens du prêt-à-porter abordable, et je reviendrai sur cette définition parce que elle est extrêmement intéressante. Alors, Beaumanoir, tout le monde ne connaît pas, mais tout le monde connaît ces marques, puisque c'est des marques que vous trouvez et que vous achetez. En tout cas, je vous incite à le faire là, à l'approche des fêtes de Noël, qui concernent d'ailleurs les femmes, les hommes, les enfants, et des marques que vous connaissez, puisqu'il s'agit de Cache-Cache, il s'agit de Bréal, il s'agit de Bonobo, il s'agit de Morgane, Saranza et La Halle. Donc je suis sûr que parmi toutes ces marques, il y en a au moins une ou deux que vous connaissez. Pourquoi avoir choisi cette belle entreprise ? Vous êtes forcément informé que le secteur du prêt-à-porter est un secteur, on va dire, chahuté. Et Beaumanoir a eu cette capacité de doubler de taille en 4 ans dans cet environnement particulièrement chahuté. Et si on revient un peu sur les raisons de cette surperformance, il y en a 5 qui me sont venus à l'esprit. La première, et ça a été dit, Monsieur le Président, je pense qu'à un moment donné, un leader, un dirigeant d'entreprise, je pense à Jérôme Driano, le directeur général de Beaumanoir, c'est d'avoir un cap, c'est d'avoir une vision, c'est d'avoir une vision stratégique qui soit claire. Et la vision de Beaumanoir, c'est d'être le leader, à la fois français mais européen, du prêt-à-porter accessible. Et c'est une stratégie qui passe par évidemment de la croissance interne, mais aussi de la croissance externe. Il se trouve qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, que ça nous plaise ou pas, il y a pas mal d'opportunités parce que le prêt-à-porter est dans une situation difficile. Et donc la difficulté de Beaumanoir, c'est de choisir les bonnes cibles qui soient complémentaires, notamment aux marques qu'ils ont déjà. Et donc c'est une stratégie de croissance interne, croissance externe, et de faire en sorte que ces groupes se développent et garde ou développe son leadership. C'est le premier sujet. Premier sujet où vous le voyez bien, quand vous achetez quelque chose, soit vous l'achetez dans un magasin, soit vous l'achetez en ligne. Et aujourd'hui, il faut absolument avoir les deux canaux, on appelle ça l'omnicanal. Et puis, il faut avoir une supply chain extrêmement efficace, sachant que quand vous achetez en ligne, vous voulez avoir votre produit le jour même ou le lendemain matin. Et ça, c'est la force aujourd'hui du groupe Beaumanoir, c'est d'avoir à la fois ces magasins en présentiel, mais aussi cette approche e-commerce et supply chain. Le deuxième point, c'est l'audace. Il se trouve que le groupe était présent en Chine, il réalisait 25% de son chiffre d'affaires en Chine, et il a décidé en 2019, juste avant le Covid, de se désengager complètement de la Chine et de se reconcentrer sur le marché européen et sur le marché français. Il se trouve qu'ils ont quand même eu le nez creux, le Covid étant passé par là. Je pense qu'il était opportun de se retirer et de se concentrer sur le marché français et européen sur lequel ils sont leaders. Ensuite, troisième sujet, ça a été évoqué à nouveau, Monsieur le Président, c'est la gouvernance. Et la gouvernance, notamment dans un groupe familial, c'est d'avoir une équipe de direction restreinte, de direction soudée, et puis d'avoir cette proximité avec l'actionnaire pour avoir des prises de décision, des circuits de décision qui soient relativement simples et surtout qui soient agiles, où les décisions se prennent rapidement, et c'est une des forces du groupe Beaumanoir. Ensuite, le quatrième point, c'est on est dans le textile, et donc il y a évidemment des valeurs éthiques qu'il faut respecter. On s'approvisionne dans des pays parfois un peu lointains, et de s'assurer que dans cette chaîne d'approvisionnement, on respecte bien entendu les droits de l'homme, mais aussi les conditions de travail, et de plus en plus les normes écologiques. Et ça fait partie des valeurs du groupe Beaumanoir, ces valeurs éthiques. Et puis je finirai évidemment mon propos par des sujets qui me tiennent à cœur. C'est les valeurs humaines, vous en parliez également. En tant que secrétaire général du groupe Randstad, la politique RH, évidemment, du groupe Beaumanoir m'intéresse, à la fois en tant que client, d'ailleurs plutôt en tant que partenaire, d'ailleurs, parce que le groupe Beaumanoir a une politique particulièrement intéressante, innovante, à la fois dans le domaine de l'inclusion,
dans le domaine de la diversité. Et puis un sujet qui nous est cher, c'est le domaine du handicap. Et Beaumanoir a très vite compris que finalement, pour sourcer au plus proche des territoires, avec ses 2500 points de vente, ses 2,3 milliards de chiffre d'affaires, ses 13 000 salariés, il fallait avoir cette diversité. Il fallait que finalement les collaborateurs soient aussi assez proches des personnes qui achètent leurs produits. Et c'est ce qu'ils ont fait, et c'est ce qu'ils ont fait avec succès. Comme c'est un groupe breton, et c'est même un groupe malouin, j'allais finir mon propos en leur disant bon vent de Saint-Malo. Voilà, merci et très heureux de vous remettre ce prix ce soir, Jérôme. Vous le méritez. Il a évoqué, c'est la spécificité de ce groupe, très familial, avec un fondateur, Roland Beaumanoir, qui est à la fois fondateur, qui est à la fois président, qui est à la fois actionnaire. Je me demande si ça ne fait pas un codir à lui tout seul quand on a effectivement une telle personne à côté, au-dessus. Comment est-ce qu'on vit avec une personnalité telle que Roland Beaumanoir? On vit bien. Moi, je vis avec lui depuis 16 ou 17 ans dans le groupe. Donc une longue histoire. Et je crois que ça a été dit dans l'introduction. En fait, c'est la proximité avec l'actionnaire, c'est cette capacité à être agile, cette capacité à comprendre parfaitement le secteur, le domaine, à comprendre le choix que l'on fait, nous, tous les jours avec l'équipe du CODIR, et donc à pouvoir prendre des décisions rapides et basées sur la vraie réalité d'un métier qui a été compliqué ces dernières années. Et effectivement, je crois que c'est à la base de nos succès et de tous les mouvements stratégiques qu'on a pu faire ces dernières années. À la fois, on vous a donc primé pour avoir le codir de l'agilité. Vous parlez aussi beaucoup souvent de décisions prises à l'intuition. Et en même temps, vous avez mis en place, bien entendu, effectivement, ce comité de direction pour lequel vous êtes honoré, mais aussi un comité de pilotage. Enfin, ça fait quand même beaucoup de structures. Est-ce que ça nuit pas aussi à l'exercice d'une forme d'agilité? Alors, beaucoup de structures, je ne crois pas. Au contraire, on a mis des structures courtes et un encadrement assez court, des lignes courtes. Et donc, comme on avait des lignes courtes et qu'il fallait se parler, on a mis plus que des grands comités de direction dans tous les sens qui passent des heures en séminaire et en présentation. On a plutôt voulu des comités de pilotage transverses pour se parler des grands sujets de notre secteur. On parlait de l'omnicanalité. Voilà. L'omnicanal, c'est quelque chose qui est vécu à 100% dans toute l'entreprise, à 360 degrés. Et donc, il fallait avoir des équipes transverses. Ça ne concerne pas soit l'IT, soit le retail, ça concernait tout le monde. Donc, à chaque fois qu'il y a un sujet qui est identifié, eh ben, il faut un comité de pilotage pour aborder ce sujet. Quand on a eu la crise du transport que tous les métiers ont connu, eh ben, tout de suite, on a mis en place le comité de pilotage de la supply, des flux. On l'a créé. On a mis les bonnes personnes, on a géré la crise étant passée, on a pu éteindre ce comité et on en relancera d'autres sur d'autres sujets. Bon, c'est deux exemples parmi d'autres. Mais c'est ce que j'appelle moi le pilotage agile. On va sur les sujets, les vrais sujets, et on ne se réunit pas juste pour le plaisir de se réunir. Et ensuite, le comité disparaît. C'est quelque chose qu'on ne sait pas faire, effectivement, avec nos lois, par exemple. Donc, c'est une bonne chose. Donc, tout à l'heure, François Moreau évoquait les marques que vous avez élevées vous-même, celles que vous avez redressées, dont certaines, c'était pas facile. Je veux dire, Carole, Morgane, La Halle, Sarenza, que vous avez mis maintenant plutôt sur le web. Comment vous avez réussi là où d'autres avant vous ont échoué? L'histoire du groupe, la création du groupe et la vision qu'on a construite au fur et à mesure du temps, c'était de se dire on doit avoir une plateforme de service robuste. Et une fois qu'on a construit cette plateforme de service, sur laquelle cette plateforme de service, c'est du sourcing, c'est de la supply, c'est de l'IT, c'est du digital, c'est des bases de données, c'est de la CRM. Ben, on doit mettre à disposition de nos marques l'ensemble de ces services, toujours les mêmes, on ne va pas les redévelopper, et chacune des entreprises ne doit pas redévelopper ses services. Et donc une fois qu'on pensait avoir ces services suffisamment robustes, on avait cette capacité d'abord à les tester sur nos marques historiques, à faire grandir nos marques historiques, et puis à un moment, on s'est senti suffisamment fort pour reprendre assez rapidement d'autres marques qui n'avaient pas les moyens d'investir seules ou qui avaient trop tardé dans l'investissement, et il fallait reconstruire rapidement sur ces bases. Le meilleur exemple qu'on a eu, c'est quand on a repris La Halle.
C'était une boîte qui était bien sûr en redressement. Il n'y avait plus rien. Il a fallu en un été repartir. Il n'y avait pas de site web, il n'y avait plus de logistique qui fonctionnait, il n'y avait bien sûr plus de collection. Et il fallait assez vite tout rebâtir. Et tout le pari était d'y réussir le plus vite possible. Bon, aujourd'hui, 3 ans après, je pense que le pari est réussi. Alors Jérôme, vous avez une double chance, c'est qu'il y a un journaliste avec des questions banales, et puis il y a donc Augustin de Romanet qui a des questions pointues de dirigeants qui... Alors là, ça sera plus compliqué pour vous à répondre, mais je laisse Augustin... Je vais m'enrichir parce que Vincent va avoir une taxe sur la moquerie, c'est déjà 2 €, Vincent. Non, vous avez répondu à la question que je voulais poser, que Vincent vient de poser sur la façon dont vous gériez vos multiples marques. Moi, j'ai envie de vous poser la question de comment vous faites pour être Shiva, c'est-à-dire pour avoir une multitude de dieux et d'oreilles et de bras pour suivre la mode. Parce que dans les marques que vous avez, qui sont des marques très grand public, la mode change du tout au tout. Au mois de septembre, les gens veulent du violet, puis au mois de mars, ils veulent de l'orange, et puis à l'automne, ils veulent du long, et puis à l'été, ils veulent du... Ça change tout le temps. Et en plus, vous, ça change tout le temps dans une multitude de marques qui n'ont rien à voir au point de vue du positionnement. Donc, comment faites-vous pour déléguer ? En fait, ce qui est intéressant dans votre mode de gouvernance, c'est la façon dont vous, qui êtes le patron, vous faites confiance ou pas à vos numéros 2. J'imagine que vous avez des patrons de marque. Et comment faites-vous pour leur laisser un peu de marge de manœuvre tout en maîtrisant le système ? Ça ne va pas être simple. Alors, je vais revenir à mon socle de service. Et vous l'avez dit, enfin, vous avez dit, donner le mot-clé, c'est qu'il y a des patrons de marque. Et ces patrons de marque, on leur demande de se focaliser sur ce qui fait la différence, sur ce qui fait la marque. Les collections, le marketing, la com, et ce qui donne une identité à cette marque. Et on ne leur demande pas de se préoccuper toute la journée de savoir si le bateau va arriver, si le fournisseur au fin fond de la Chine va bien produire, bien livrer et autres. Donc on se préoccupe des aspects techniques sur le socle de service et on demande à chacun d'être particulièrement clair sur sa collection, sur sa construction de collection, sur les tendances qui vont arriver, sur la mode qui doit arriver. Donc c'est essayer de gérer cette double difficulté. On doit techniquement être bon, mais vous avez raison, ce qui fait la différence après, c'est qu'il faut avoir le bon produit au bon moment. Et là, il y a des spécialistes. Et il faut choisir les bons, il faut leur donner cette responsabilité, il faut les laisser faire, il faut les laisser se tromper. Et dans notre mode accessible, on va dire, on a quand même suffisamment de volume et de capacité de travailler, de tester. Il faut beaucoup tester. C'est aussi au cœur de notre modèle. On va pas lancer des lignes avec des couleurs violettes, comme vous dites, avec des quantités incroyables. On va faire des petites quantités, puis si ça prend, on va pouvoir aller et réassortir et pousser un peu plus loin. On évoquait tout à l'heure dans la présentation le fait que vous aviez eu le nez creux avec la Chine, bon, mais vous ne saviez pas que le Covid allait venir. Donc, qu'est-ce qui avait motivé cette décision qui, en fait, vous a été tellement favorable par la suite ? Alors, en fait, c'est assez simple. C'est la Chine. On parlait d'omnicanal. L'omnicanal est au cœur de tout. La Chine est basée sur des systèmes qui sont exclusivement chinois. Tous les autres systèmes, c'est-à-dire quand on parle d'Insta, quand on parle de Facebook, quand on parle des grandes plateformes, on est sur des systèmes mondiaux. Quand on est sur Google, etc. La Chine, lui, est dans un système fermé. Par conséquent, tout ce qu'il fallait pour être bon en omnicanal, il fallait le redévelopper en Chine. On est une boîte familiale, on est détenu à 100% par la famille Beaumanoir. On n'avait pas les moyens de doublonner l'ensemble de nos investissements. Donc il fallait choisir. Soit être très bon sur notre marché, soit se planter partout. Et donc le choix, ça a été, on focalise, on concentre toute notre énergie là où on est capable de bien se débrouiller. Et c'est ça qui nous a poussé à nous retirer de la Chine. Et ça, Roland Beaumanoir n'y avait pas pensé avant que vous lui mettiez en avant. Quand les premières pierres ont été montées en Chine, c'était en 2006. On ne parlait pas d'omnicanalité. Là, on parlait magasin, création de collection, et on était sur un autre système. Et puis c'est monté au fur et à mesure. Donc il a fallu s'adapter. Votre grande décision, Jérôme Driano, par rapport effectivement à votre actionnaire. J'espère que ce n'est pas la seule, mais ça a été une décision. J'ai dit la première. La première, ouais, ça a été quasi la première. On a aussi, dans nos marques, au même moment, décidé de fermer une marque qui n'était pas suffisamment performante. Donc ça a été se reconcentrer sur les marques qui avaient du potentiel.
Bon, comme d'habitude, faire des choix. Et vous avez dit, il faut savoir faire des choix le plus vite possible. Bon, bah oui. C'est Une ça qu'il faut curiosité pour terminer, dans vos marques traditionnelles, enfin celles que le groupe Beaumanoir a créé lui-même, Bonobo, j'ai vu qu'il y avait un jean responsable. Qu'est-ce que c'est qu'un jean responsable? Alors, les valeurs de cette marque Bonobo, c'est depuis le début de la naissance de cette marque, il y avait la notion de responsabilité, effectivement. Là, vous devez faire écho à une opération qu'on a lancée où on garantit le jean pendant 3 ans. Vous avez un problème avec la braguette ou autre, on garantit le jean pendant 3 ans. Ce sont voilà, c'est pas simple à mettre en œuvre, mais ce genre d'opération, j'espère, on va voir, on l'a lancé il y a maintenant 2 mois, on va voir ce que ça va donner, mais effectivement, il faut aller sur la durabilité, il faut aller sur la réparabilité, il faut aller sur l'ensemble de ces domaines qui coûtent très cher. Donc rendez-vous chez Bonobo et bravo Jérôme Driano. Merci beaucoup.